BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore une fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Nous le disions hier que nous aurons l'occasion d'échanger aujourd'hui avec le ministre du Tourisme parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo a un potentiel touristique extraordinaire. Ces potentiels, c'est parmi, en tout cas, l'un des leviers que nous pouvons utiliser, non pas seulement pour diversifier notre économie, mais pour générer de l'emploi et partout. Parce que nous avons 26 provinces et dans chacune de provinces, il y a un potentiel touristique et culturel puissant à découvrir. C'est ce qui fera l'objet de l'échange de ce soir avec le ministre du Tourisme, M. Didier Pambia, parce que demain aussi va s'ouvrir la semaine congolaise du tourisme, placée cette année sous le signe de tourisme et de paix. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans le sujet avec le ministre à ma droite, je voudrais, en accord avec la technique, passer ce que le ministre appelle la marque État, explorer la République démocratique du Congo, et nous reviendrons. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Voilà, explorer la RDC, cœur de l'Afrique. Monsieur Didier Pambia, vous avez un background en marketing, mais vous êtes surtout connu pour être parmi un des experts de la com, en tout cas sur la place de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Vous avez les privilèges aujourd'hui de servir comme ministre de tourisme. Ça veut dire qu'il faut voir dans quelle mesure on apporte un peu une touche de com dans ces secteurs qui est vital, bien avant d'ailleurs de vous donner la parole pour développer la thématique d'aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi comme marque explorer la RDC? Parce que pour explorer, il faut de l'espace. Explorer, ça sous-entend qu'il y a beaucoup à voir. La plupart des gens parlent dans certains pays de visiter. Une visite, elle peut être éclair, mais l'exploration, elle prend du temps. Et ça vient du fait que la RDC a beaucoup à donner, beaucoup à montrer. On parle par exemple des neiges éternelles du Kilimandjaro, on parle des plages de Mwanda, des chutes de Kundelungu et j'en passe. Il y a beaucoup à voir. Mais pour vous donner une illustration, neige éternelle plutôt de Rwenzori, pour vous donner une illustration, nous revenions hier de Bunia pour Goma et nous avons pu voir la pointe et la neige éternelle donc du mont Rwenzori, et les pilotes de l'avion nous a dit en 30 ans de service, il ne l'a vu que 4 fois. Parce que le plus souvent, c'est couvert de nuages. Mais c'est toutes ces merveilles que nous présentons. Et quand vous regardez le spot institutionnel, il parle de ce qui rassemble les Congolais, ce qui fait la beauté de ce pays, ce qui permet aux Congolais de rester fiers et dignes et de se dire que nous avons un beau pays et d'arrêter de voir le verre à moitié vide et commencer à le voir à moitié plein. Parce que c'est important et je pense que c'est l'un des points sur lesquels nous avons démarrer dans notre stratégie, c'est de faire que les Congolais, d'abord parce que ce sont les premiers touristes et ce sont les premiers à défendre l'image de marque du pays, qu'ils réapprennent à aimer leur pays. Il y a un temps où les Congolais étaient fiers d'être Congolais et progressivement, suite aux guerres d'agression et autres, on a perdu cette fierté. Donc, dans la campagne, il s'agit entre autres de restaurer cette fierté en utilisant des éléments de fierté comme cette forêt qui est le poumon écologique de l'humanité, comme ce fleuve majestueux qui traverse plusieurs provinces. On parlait de Rwenzori tout à l'heure, on parlait aussi des volcans et du léopard, l'Okapi, tout ce qui peut faire la fierté d'être congolais et aussi la fierté d'être soi-même en utilisant le soft power, donc
sa façon d'être, la musique qui est la rumba, nos masques, Mangbetu, Luba, Kuba. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être fiers. Et c'est ce que c'est tout ça qui fera l'objet justement, d'entre autres, de la semaine touristique, mais nous n'y sommes pas encore. Pour un pays comme la République démocratique du Congo, vous nous rejoignez justement dans le combat pour le changement de narratif, mais plutôt en utilisant les leviers touristiques dont vous parlez. Quelles sont les réformes que vous avez engagées pour que nous puissions parvenir à cet objectif? La première, justement, c'est cette marque RDC qu'on vient de présenter. RDC, cœur de l'Afrique. Pourquoi cœur de l'Afrique? Parce que quand le cœur s'arrête de battre, en fait, on meurt. Quand le cœur a des problèmes, le reste du corps est au ralenti. Et je suis intimement convaincu que la RDC est un poumon pour l'Afrique. Et je pense que le frère Salmon l'avait dit aussi en parlant de gâchette. Gâchette. Et c'est, au lieu d'utiliser un narratif militaire, guerrier, on a utilisé une formule qui touche plus le cœur et l'esprit, et qui permet de vendre aussi différemment notre pays, atteindre plus de personnes. Ah, très bien. Alors, les réformes, quelles sont-elles? Parce donc, que les marque secteurs... RDC, premier point qu'on vient de voir, il y a la mise en place d'une politique nationale dans le secteur qui n'existait pas. Donc, on a déjà, parmi les premières choses qu'on a faites, c'est de mettre ce cadre juridique qui permette au secteur de mieux fonctionner. On a conceptualisé les villages touristiques, donc c'est un concept que je vais présenter tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens dans la salle ont reçu tous un petit dépliant qui parle de ces villages, qui montre en fait le parcours des touristes. Un touriste, quand il choisit un pays, la première des choses, c'est de s'informer. Il va sur Internet, il regarde qu'est-ce qui se dit sur ce pays-là, et quand la perception est négative, c'est le premier frein qui l'empêche de choisir cette destination-là. Donc il y a un travail à faire. Nous devons produire suffisamment d'images positives qui vont permettre de changer cette perception sur le pays. Une des premières choses qu'un touriste fait aussi, c'est qu'il va dans l'ambassade du pays. Et les freins qui sont les premiers, ça peut être le coût du visa, c'est aussi la manière d'avoir ce visa-là. Et on a parlé avec ma collègue des affaires étrangères. Il y a actuellement un travail qui se fait, et début 2025, il y aura déjà des résultats, c'est d'avoir un visa de manière électronique. Ça facilite justement la démarche de la personne qui veut venir dans le pays. Au-delà de ça, dans les ambassades, il faut qu'on ait des informations fiables sur le pays, des images qui permettent justement de vendre ce pays-là. Et à ce niveau-là, il y a un travail à faire au niveau des personnes qui représentent le pays dans ces ambassades-là. Deuxième étape, lorsqu'on a franchi celle-là, c'est de venir vers le pays. Et quand on arrive, c'est au niveau de l'accueil, au niveau de l'aéroport. Là aussi, il y a un travail à faire. Je pense qu'il ne s'agit pas de se voiler la face, de dire, quand un touriste arrive, quels sont les obstacles qu'il peut rencontrer au niveau des postes d'entrée, que ce soit dans un port ou un aéroport. Et nous avons parlé, entre autres, aussi avec la DGM, avec la RVA, de la possibilité d'avoir une facilitation, pourquoi pas des corridors, pour que les personnes qui arrivent ici puissent avoir cette facilité d'entrée. Dès que vous arrivez, que vous avez traversé les frontières, il y a le problème de l'accessibilité, on parle de transport. De Kinshasa à Mwanda, par exemple, il faut prendre un avion. Est-ce que les avions sont disponibles? Quel genre d'avion? Ou bien de l'aéroport jusqu'au centre-ville? Quels sont les moyens de transport qu'on met à la disposition des personnes? Et dès que vous arrivez sur site, il y a l'hébergement et la restauration. Chacun des points que vous voyez, je ne sais pas si à l'écran, à la maison, les gens peuvent voir ça. Il y a plusieurs points comme ça qui sont aussi des points de création d'emplois. Nous sommes là pour servir la vision du chef de l'État, qui est de créer plus d'emplois et d'améliorer aussi le pouvoir d'achat des Congolais. À travers ce diagramme, ces différents points que vous voyez, hébergement, restauration, formation, et tous ces points que vous voyez, même au niveau de ce diagramme, parce que je ne l'ai pas devant moi, peut-être qu'il faudrait qu'on me remette un exemplaire. Ce sont des points on va voir avec la technique qui permettent de voir le parcours du client et qu'est-ce que nous devons faire comme travail pour améliorer l'expérience des touristes qui viennent ici. Alors, Monsieur le Ministre, ce n'est pas seulement ces villages touristiques, mais on parle de la République démocratique du Congo comme ces pays à haut potentiel. Oui. Comment pensez-vous, par exemple, on parle de la route des esclaves dans les Congos centrales. Nous étions là-bas dans le cadre de la première semaine
touristique qui a été organisé en tout cas sous le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. On a parlé même de tourisme minier, mais comment comptez-vous, par rapport à la spécificité justement de chacune de nos provinces, à créer un circuit touristique? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord pour les Congolais, parce que la tendance, lorsqu'on parle de tourisme, on pense qu'on s'adresse d'abord aux étrangers. Bonne question, Monsieur le Ministre. Je parlais donc justement de spécificité par rapport aux différents coins. Quand vous parlez de la route des esclaves, vous allez au Congo central, nous avons Sianfumu. Là, par exemple, on parle de porte de non-retour. Moi, je préfère parler de porte de retour. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel certain pour nos frères afro-descendants qui sont dans les îles ou au niveau de l'Amérique du Nord, les Afro-Américains. Il y a ceux qui sont dans les Caraïbes, il y a ceux qui sont au niveau de l'Amérique latine. Et pour nous, c'est déjà un potentiel important que le retour de ces frères qui sont disséminés à travers le monde. Et près de 12 millions d'esclaves à l'époque sont partis du Congo, et vous les retrouvez un peu partout au niveau des Caraïbes. Ils constituent pour nous aussi une cible. Mais si on va par exemple au niveau du Kasaï, nous avons le lac Mukamba. Hier, j'étais en discussion avec la ministre provinciale du tourisme de Olomami, qui me parlait justement de cet ancêtre commun des Luba, qui se retrouve au niveau de Kamina. C'est Ilunga Bidi, je pense, qui est l'ancêtre commun des Luba. On a, avec ce genre d'informations, une histoire qu'on peut raconter. Et cette histoire constitue dès lors une attraction pour les personnes qui viennent. Parce que le tourisme, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, on peut faire du tourisme nautique ou bien aquatique dans des provinces comme celle du Maïndombe, qui est parsemée de lacs et de rivières. On peut faire du tourisme de montagne si on va dans le Kivu. On peut faire du tourisme balnéaire si on va du côté de Mwanda. Le Congo a cette chance d'avoir une diversité sous-exploitée en termes touristiques. Si on prend un pays comme le Kenya, où 10% du PIB ou de l'économie est basé sur le tourisme, ils n'ont qu'une seule destination qui est celle des safaris. On a cette diversité au niveau des montagnes, au niveau des lacs, des rivières, qui permet justement de montrer plusieurs destinations touristiques, mais nous n'avons pas encore mis en place des infrastructures. Vous parliez tout à l'heure de tourisme domestique. Selon les chiffres de l'ANAPI, 10% des Congolais font partie de ce qu'on appelle cette classe moyenne naissante, et il faut leur offrir des produits touristiques qui leur permettent aussi de bénéficier de ce potentiel. Si nous prenons par exemple le site de l'Antsele, qui est une de nos cibles aussi en termes de réhabilitation, il y a sur ce site la possibilité de faire naître ce qu'on appelait à l'époque Ntsele Folies, mais maintenant on est dans une ère où on peut faire des aquaparks à ce niveau-là. Un jardin zoologique qui permettrait d'offrir à cette population des produits beaucoup moins chers que ceux qu'il y a pour l'instant en RDC. Donc il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas si un seul briefing nous permettrait d'aborder tous les points. Mais au moins, nous avons l'avantage de commencer. Monsieur le ministre, bien avant d'ailleurs qu'on repasse la parole aux professionnels des médias, oui. Demain, vous commencez la semaine touristique, placée cette année sous les signes de tourisme et paix. D'abord, pourquoi le choix de ces thématiques? Et parce que vous savez que le cœur touristique, par exemple, de la province du Nord Kivu autour de Virunga, c'est l'épicentre des la guerre. Qu'est-ce qui est prévu en termes de discussions ou d'échanges spécifiquement sur cette question-là? Merci, Monsieur le Ministre. En fait, le thème n'est pas un thème imposé par nous, mais c'est un thème qui est imposé par ONU Tourisme. C'est un thème qui est au niveau international, parce qu'au niveau international, on réalise aussi que le tourisme peut être un vecteur de paix. Il peut permettre que nous puissions, autour des zones de conflit, comme dans les Virunga, en établissant des villages touristiques ou des zones d'activité touristique, contribuer à rétablir la paix. Et je suis convaincu aussi que le tourisme transfrontalier peut permettre aussi d'avoir une approche nouvelle qui va permettre aussi de réduire... Les villages dont vous parliez. Voilà le village touristique. Alors, on y reviendra tout à l'heure, parce que je voudrais quand même aller dans les détails. Allez-y. Mais vous voyez que dans ce diagramme, il y a toute une série de choses qui se font et qui permettent de créer de l'emploi
et surtout aussi de s'arrimer au PDL 145. Parce que dans chacune des provinces, il y a des zones où on peut créer des villages touristiques. Dans chacun des territoires, il y a un potentiel touristique qui peut être développé, créer de l'emploi, améliorer le pouvoir d'achat des populations et aussi permettre donc que nous puissions créer des choses assez différentes. Le dernier point sur lequel je voulais aussi insister, c'est le travail que nous avons fait pour redynamiser l'administration. Nous avons constaté quand nous sommes arrivés qu'il y avait un décalage entre ce que le cabinet faisait et ce qui se faisait au niveau plus bas de l'administration. Donc ce que nous avons fait, nous avons créé un cadre de concertation de manière à ce que les membres du cabinet puissent de manière régulière travailler avec l'administration et ça crée une nouvelle dynamique. Et je peux vous dire que les fruits se font voir maintenant et nous allons poursuivre dans cette direction-là. Voilà, nous parlions de la semaine sur la paix. On a été interrompu par les slides avant qu'on ne prenne les questions des journalistes. Alors, semaine touristique. Semaine touristique plutôt. Semaine congolaise du tourisme. C'est un événement qui a sa 4e édition. Malheureusement, jusque-là, il n'y avait pas encore le côté institutionnel. Nous avons, avec l'équipe, mis en place un arrêté et nous avons travaillé aussi sur un décret qui sera présenté à la Première ministre, de manière à ce que l'événement puisse être pérennisé et que même si nous ne sommes pas plus là demain à ce poste, les personnes qui viendront puissent s'appuyer sur quelque chose de tangible et de légal. Je commence par la capitale. Le zoo que nous avons ici à la Gombe, qu'en est-il? Nos enfants, ils ne savent même pas aller. Avez-vous un plan par rapport à ça? Et puis, je sais que nous avons des très bons militaires. Félicitations à vous, FARDC, de là où vous êtes. Mais lorsque je promène peut-être mes petits-enfants ici pour visiter le fleuve Congo, le majestueux fleuve, il suffit seulement que vous sortiez un téléphone pour prendre une photo, vous verrez des soldats qui vous interpellent. Ça, c'est maintenant du côté de mental. Ah non, si stratégique. Tout est stratégique chez nous, même à l'aéroport. Alors qu'ailleurs, quand je suis par exemple à Bangoka ou à Luano, je peux prendre une photo. Je ne sais pas si vous avez un plan pour que nous puissions facilement permettre à nos enfants de connaître le pays, parce que je suis de ceux qui pensent que lorsque vous connaissez quelque chose, vous allez mieux la défendre. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Merci Eric pour la question. Tu as posé un problème qui est majeur, celui du transport. Mais si tu regardes le diagramme, parmi les premiers points que nous avons mis dans le diagramme, c'est celui des transports. Et il est vrai qu'il y a des points à améliorer, mais ce qui est sûr, nous misons d'abord sur ce qu'on appelle le tourisme domestique, parce que nous connaissons nos réalités et il y a plus de facilité à pouvoir les aborder. Pendant ce temps, le travail est en train de se faire. Il y a un plan au niveau du gouvernement de restructuration au niveau de tout ce qui est routier. Ça va jusque même au niveau des routes de desserte agricole. Mais entre-temps, il faut voir ce que nous avons entre les mains. Nous avons un fleuve qui, à lui seul, est déjà une sorte d'autoroute. Nous sommes en train de réfléchir, on a discuté avec le VPM Transport sur les moyens d'utiliser ce fleuve-là au niveau touristique. Je ne peux pas faire une annonce qui doit être faite par le ministre des Transports, mais très bientôt, il y aura à ce niveau-là des choses qui vont être faites. Le zoo de Kinshasa, je suis allé le visiter moi-même. C'est vrai qu'il est dans un état assez délabré, mais nous avons un partenariat entre l'ICCN, qui est le gestionnaire du site, et des partenaires égyptiens, qui va incessamment sous peu démarrer et permettre de restaurer ce zoo-là. Mais on ne peut pas, dans cet espace qui est pour l'instant contigu, avoir assez d'espace pour faire les zoos à la manière dont ça se fait à l'international. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.
Rien que la vérité.